Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui se passe actuellement dans les camps de Tindouf en Algérie ne peut plus être ignoré. Ces dernières semaines, des affrontements sanglants ont éclaté entre groupes armés liés au trafic de drogue notamment, semant ainsi la panique parmi des populations déjà épuisées, éprouvées par des conditions de vie inhumaines. L'inaction algérienne aidant, ou n'aidant pas d'ailleurs, ces camps sont ainsi devenus un no man's land propice à toutes les dérives et des violations abjectes des droits humains. Mais au-delà de violences locales, c'est un véritable jeu géopolitique bien plus vaste qui se dessine. Deux experts du très respecté Foundation for Defense and Democracies alertent sur une alliance dangereuse, Iran, Hezbollah et Polisario. Une alliance confirmée par des rapports accablants révélant des formations militaires dispensées par le Hezbollah à des combattants du Polisario en Syrie. L'objectif de Téhéran est clair, utiliser le Polisario comme bras armé en Afrique du Nord. Le Maroc avait d'ailleurs déjà sonné l'alerte en 2018 et avait alors rompu ses relations avec l'Iran. Et aujourd'hui, les preuves s'accumulent et les appels se multiplient. Des États-Unis à l'Amérique latine, en passant par l'Europe, il est urgent de qualifier le Polisario d'organisation terroriste. Car les faits sont clairs, le Polisario n'est plus un simple mouvement séparatiste, il est devenu au fil des années un outil au service des ambitions iraniennes avec la complicité d'Alger. Ce soir, une vérité s'impose, laisser prospérer ces réseaux au cœur du Sahel et aux portes de l'Europe, c'est accepter d'allumer un brasier incontrôlable. Il est temps d'agir et de nommer enfin les choses par leur nom, ce que l'on va certainement faire ce soir dans cette émission en compagnie de mes invités. D'abord, j'ai le plaisir d'accueillir l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous encore une fois sur ce plateau, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et un plaisir aussi d'accueillir une nouvelle fois sur le plateau de questions d'actu et pour enrichir le débat, l'expert en relations internationales et en géostratégie. Les questions de géostratégie, Cheikh Fawad Dani ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, madame Khadija, et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Ces camps, colonel, ces camps de la honte, longtemps présentés comme des refuges humanitaires où sont entassés, il faut le dire, il faut choisir les mots, des séquestrés, une population séquestrée sous contrôle du Polisario, sont aujourd'hui devenus un foyer de violence et d'instabilité inquiétante qui menace d'abord les séquestrés du camp. Le point sur la situation et notamment sur ces violences qui ont éclaté ces dernières semaines. Colonel Saoud. Madame, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la transparence et les réseaux sociaux qui ont fait que les choses commencent à se faire voir. Mais les camps de Tindouf, c'était toujours un microcosme hybride où se croisent le trafic des armes. Il n'y a pas une tente où il n'y a pas une arme dans les camps de Tindouf. Oui. La criminalité transnationale organisée, trafic de drogue, les gangs criminels, et puis la torture, les séquestrations et évidemment les exécutions sommaires dans la prison de Rachid. Tout ça, c'était des éléments que le Maroc connaît et qu'il a divulgués devant les instances internationales. Aujourd'hui, c'est de manière ostentatoire et les événements auxquels vous faites allusion montrent l'implication de l'armée algérienne, dont il y a une coordination militaire au sein des camps de Tindouf avec la gendarmerie et certains éléments du Polisario pour mater, soi-disant, le trafic de drogue. Alors qu'il n'y a pas longtemps, un fils d'un grand dirigeant du Polisario a été arrêté pour trafic de cocaïne à Tindouf. Ceci dit, c'est une zone de non-droit. C'est une zone où, en plus de ça, les mosquées servent pour l'apologie du terrorisme et l'apologie de la haine. La faute à qui ? Pourquoi nous sommes arrivés à cette étape où il y a une zone de non-droit, un no man's land ? La faute à qui, colonel Saoud ? C'est à celui qui parraine. Jusqu'à présent, c'est sur le territoire de Tindouf, mais les militaires algériens savent ce qui s'y passe, mais ils ferment les yeux. Pourquoi ils ferment les yeux ? Pourquoi n'agissent-ils pas ? Est-ce que cela les arrange au final ? Ça les arrange finalement, Pourquoi ? pécuniairement, parce que l'Office de lutte antifraude
a dénoncé plusieurs fois tout le détournement de l'aide humanitaire où les revenus sont partagés avec la galaxie militaire qui est là-bas. Donc, les Algériens savent ce qui s'y passe, ils ferment les yeux parce qu'eux aussi savent qu'il y a une contestation intérieure qui commence à se manifester à l'intérieur des camps. Intéressant. Cherkaoui Loudani, un mot peut-être sur cette contestation intérieure, cette ébullition en cours dans les camps de Tindouf. Écoutez, il me semble très important de souligner que, comme vous l'avez bien signalé, Madame Khadija, que ce territoire dans le sud de l'Algérie, c'est no man's land, c'est un territoire de non-droit, c'est-à-dire il y a des groupes terroristes qui travaillent en collision avec des membres du Polisario, étant donné la situation actuelle. D'ailleurs, tout le monde le sait, les services de renseignement étrangers, tout le monde le sait qu'il y a une collision entre l'État islamique au Grand Sahara, Daesh dans le Sahel, avec des éléments de Polisario. D'ailleurs, l'un des fondateurs de l'État islamique au Grand Sahara n'est que Adnan Abou Walid Sahraoui, qui a été neutralisé par les forces françaises. Il y a aussi l'enrôlement des soldats militaires. Il y a aussi le détournement, comme il a dit M. Saoud, le détournement des aides alimentaires. Comment expliquer ce silence, cet aveuglement vis-à-vis de cette question de détournement d'aide humanitaire par les caïds du Polisario en défaveur des populations séquestrées? Comment expliquer cet aveuglement et ce silence sourdoyant de la communauté internationale? Vous savez, écoutez, il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a un antagonisme géopolitique entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie sert du Polisario en tant que levier de pression, levier stratégique dans son conflit sempiternel avec le Maroc. Et bien évidemment, la question elle est très importante. Oui, la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la situation qui s'aggrave jour après jour, et aussi cette dimension de la déstabilisation que engendre la présence des séquestrés qui sont appauvrés, qui n'ont rien. Donc, je pense aujourd'hui, tout ça, c'est très important de le comprendre et de le voir. Il faut le dire, cette pusillanimité, si vous acceptez le terme, de la communauté internationale qu'on doit aujourd'hui interroger, qu'on doit apostropher. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel, avec des zones grises, avec un géoterrorisme déstabilisateur qui est en train de s'installer, parce qu'il y a des acteurs non étatiques armés, des forces séparatistes qui sont en train de tirer profit de la situation, malheureusement en connivence avec l'État algérien et particulièrement avec la force militaire algérienne qui tire profit de la situation. Parce que lorsque vous parlez par exemple du rapport 28-13-2007-83 de l'OLAF, de l'Office de la lutte contre les fraudes, c'est une organisation qui fait partie de l'Union européenne. Lorsqu'on lit le rapport, on voit que ces aides ont été détournées par aussi une grande partie par l'armée algérienne. Est-ce que c'est ce qui n'amplifie pas la situation? Bon, d'abord, ça amplifie la situation humanitaire des séquestrés parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à la nourriture, ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Est-ce que cela ne serait pas aussi une raison directe de l'ébullition, du soulèvement des populations des séquestrés à Tindouf? Tout à fait, parce que lorsqu'il n'y a pas de futur, lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, lorsqu'il n'y a pas d'eau... Ils sont militarisés, voilà. soit dit en passant. Hein. Voilà. Donc, et lorsque ces séquestrés sont exposés à des acteurs non étatiques, à des groupes terroristes, au trafic illicite, au trafic de drogue, d'armement qui proviennent de la Libye et même de certaines régions grises du Sahel, notamment la région de Lubta-Kogoma, bien sûr, ces gens-là commencent à poser des questions. Comme il a dit M. Saoud, il y a maintenant les réseaux sociaux, il y a la mondialisation de l'information. Ils voient ce qui se passe au Maroc, ils voient comment les provinces du Sud se sont développées. Ils voient donc cette croissance économique et développement économique dans les villes de l'Ayoun et de Dakhla et même de Tarfaya. Donc, et les gens commencent à poser la question. Et d'ailleurs, M. Borita, il a souligné récemment dans une déclaration. Et voilà, ces gens-là sont appauvris, ils n'ont rien du tout. Donc, ils voient leur futur, oui. La projection future. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va rester entre les mains d'un mafia algéro-séparatiste pour servir les ambitions géopolitiques de l'Algérie? Donc c'est pourquoi il y a cette ébullition aujourd'hui dans les camps. En parlant de mafia, colonel Saoud, je l'ai dit dans mon préambule,
Je l'ai rappelé, il y a eu plusieurs appels ces dernières semaines pour classifier, une fois pour toutes, le Polisario comme organisation terroriste. Quel est le cadre juridique qui définit, selon le droit international, une organisation étant terroriste? Tout d'abord, pour compléter ce qu'a dit mon collègue, ce n'est pas des réfugiés. Ils ne répondent pas aux critères des réfugiés. 50 ans après, il est prévu par la Convention de Genève l'intégration dans l'enseignement, l'intégration dans l'emploi, la liberté de circulation, le choix du pays au long de... Tout ça, nous sommes dans une prison à ciel ouvert, un camp de concentration. Ceci dit, évidemment, tout le monde aujourd'hui se pose la question si cette entité répond aux critères d'entité terroriste. Eh bien oui, tous les ingrédients juridiques sont là. C'est quoi le terrorisme? L'apologie, quand vous en faites l'apologie de la haine, quand vous pourvoyez un mouvement terroriste par des ressources humaines, quand vous les aidez au ravitaillement, quand vous employez, quand vous faites extraire des enfants de l'école pour en faire des enfants soldats, vivier futur du terrorisme, eh bien, vous êtes dans le terrorisme. Et la qualification peut être extensive à ceux qui vous abritent. Parce qu'on l'oublie souvent, la complicité du terrorisme, vous abritez, vous armez, vous nourrissez et vous donnez des renseignements aux terroristes, eh bien, vous êtes un État terroriste. Complice. C'est une qualification, oui. Même si on peut étendre ça à beaucoup de... Je donne l'exemple, le dernier exemple. L'Algérie a abattu un drone malien. Oui. Quelle était la mission de ce drone? L'élimination des chefs terroristes. Oui. Il y avait une réunion majeure des dirigeants du Front de Libération de l'Azawad, dont Ayad Agrali et tous les ténors de cette mouvance. Eh bien, le drone était parti pour ça. L'Algérie a empêché le Mali de faire une opération antiterroriste dans son territoire. Et c'est dans le Tinzouat malien que ça s'est produit. Oui. Eh bien, vous aidez le terrorisme. Et toutes les enquêtes techniques ont démontré que le drone a été abattu sur le territoire malien et à 10 km de la frontière. Donc, c'est pour vous dire que par extension et par translation, l'État qui abrite les terroristes et le Polisario est une entité terroriste. J'espère qu'au niveau international, on puisse nommer les choses. Oui. Car mal nommées, les choses ajoutent au malheur du monde. Et il faut appeler les choses par leur nom. Et il faut que la communauté internationale, de mon avis, passe outre le Rubicon pour qualifier cette entité d'entité terroriste. Et ça permettra de la décrédibiliser et de l'isoler sur le plan international. Il y a la responsabilité morale et politique des États et des ONG qui soutiennent financièrement le Polisario, il faut le dire. Hein. Alors, justement, parlant de cela, nous avons eu maintenant une définition des critères selon le droit international. Pour y ajouter une couche, parce que nous restons dans les faits dans cette émission, et c'est très important de rappeler les faits, dans une tribune parue dans Modern Diplomacy, Cheikh Abiroudani, vous faites aussi référence à cette résolution, la 1373, datant du 28 septembre 2001 du Conseil de sécurité, enfin elle avait été votée à cette date-là au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour reclassifier le Polisario comme entité terroriste. Quels sont les critères définis dans cette résolution onusienne, Cheikh Abiroudani? Cette résolution onusienne, c'est une résolution qui appelle que la stabilité régionale passe par la neutralisation et l'éradication des vecteurs transnationaux qui menacent la stabilité et la sécurité des États, qu'ils soient ces vecteurs étatiques ou bien non étatiques. Deuxième résolution qui est la plus importante aussi, c'est 2494. Oui. C'est une résolution aussi qui met l'accent sur les acteurs non étatiques et leur façon de concevoir l'instabilité avec un objectif d'essayer de mettre en place le chaos dans une région. Je pense aujourd'hui, à la lumière des résolutions, même
Aujourd'hui, il y a d'autres résolutions qui sont importantes à faire rappeler. Par exemple, 2317, c'est une résolution qui est très importante aussi, qui a été votée à l'unanimité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2017 et qui met l'accent sur ces vecteurs transnationaux et même ces acteurs non étatiques qui sont capables de menacer, de guetter la stabilité et la sécurité régionale ou bien mondiale. Je pense aujourd'hui, à la lumière de ça, en couplant avec la Convention de Montevideo de 1930, qui dit qu'aujourd'hui, donc tout est clair aujourd'hui, le Polisario, c'est une menace pour la stabilité régionale, sous-régionale et mondiale. Parce que lorsqu'on voit la collusion, d'ailleurs, il y a plusieurs rapports, même le dernier rapport de l'Afrique en 2024-2025, et même de 2023, il a mis l'accent sur le transfert de plusieurs armements de Hezbollah dans la région, à travers l'Algérie, donc à travers la compagnie qui s'appelle Yes Air. Donc c'est une compagnie aérienne qui est très impliquée dans l'acheminement d'armements militaires et même des missiles, ou un mouvement qui n'est pas reconnu par les Nations Unies. Qui devrait être reconnu par la communauté internationale comme mouvement terroriste. Voilà, soit tout dit à en fait. passant. Les appels se multiplient ces dernières semaines, on l'a vu. Et de là vient cette initiative de Joe Wilson, le sénateur américain, qui appelle à une requalification juridique du Polisario et de la désigner en tant qu'organisation terroriste. Donc je pense aujourd'hui, cette triptyque que je peux appeler, il y a une menace asymétrique qu'impose aujourd'hui le Polisario, plus que cette collusion avec des États qui sont en train de manipuler, de créer ce qu'on appelle une région de friction stratégique pour menacer le sud de l'OTAN et même les pays de l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire que menacer les Suds de l'OTAN, là c'est intéressant, parce que là on passe d'une partie géographique au sud de l'OTAN. Comment une organisation terroriste peut-elle menacer le sud de l'OTAN, plutôt comment un pays peut utiliser son proxy pour menacer le sud de l'OTAN? Vous savez, un pays comme l'Iran, faut comme ça, vu que nous sommes là pour nommer les choses, autant les nommer. Oui, tout à fait. Écoutez, Madame Khadija, tout le monde le sait aujourd'hui que l'Iran joue un jeu d'échecs. Le Polisario, c'est un pion dans ce jeu pour essayer de créer une zone de friction avec les pays de l'Europe de l'Ouest. Vous savez aujourd'hui le problème de l'Iran avec la communauté internationale, avec l'Espagne, avec la France, avec les pays européens, avec les États-Unis. Aujourd'hui, ils sont en train de développer ce qu'on appelle à travers une latence engagée nucléaire, et ils sont en train de mettre en place toute une stratégie accélérée avec des capacités de mettre en place une bombe nucléaire à l'échelle pour essayer d'avoir et d'imposer et de créer donc les conditions d'une recomposition des axes stratégiques pour avoir ce projet géopolitique chiite dans plusieurs régions. Bien évidemment, dans le jeu d'échecs des Iraniens, ils utilisent les proxys, donc ce qu'on appelle des acteurs qui sont marginalisés, qui sont fragilisés, qui sont soutenus par d'autres États qui ne sont pas vraiment capables un petit peu de concevoir leur futur, comme l'Algérie malheureusement. Donc, et les Iraniens, à travers même, il y avait des accords stratégiques avec l'Algérie. Les Iraniens, en 2016, ils ont signé des partenariats stratégiques avec Taïwan. Les mêmes questions qu'ils fabriquent, n'est-ce pas, colonel Saouz? Je vous laisse finir peut-être. Pour revenir à cette usine de drones que l'Iran voulait installer en Algérie, mais on y reviendra. Je vous laisse le temps de finir votre idée peut-être. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la présence de l'Iran dans la région et la sous-région, notamment dans la région du nord de l'Afrique, il a commencé avec la Libye. Ils ont essayé de s'implanter sur le territoire libyen et aussi dans la région de l'Afrique subsaharienne du Sahel. Il y a deux objectifs. Essayer d'affaiblir la commanderie des croyants, parce qu'il ne faut pas oublier Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est le commandant des croyants, la promotion d'un islam modéré. Exact. Donc en opposition à une vision géopolitique de chiisme religieux, rigoriste. Donc ça, c'est un objectif. Deuxième objectif, c'est de créer une zone de friction stratégique avec l'OTAN. Donc la région où il y a les ingrédients, où il y a la possibilité de mettre en place des bases avancées pour demain attaquer l'Europe, c'est cette région-là où il y a des zones grises. Et je pense que le Polisario, c'est l'élément, le pion le plus avancé pour faire chuter, donc faire échec et mat. Alors, échec et mat. Les Européens.
aux Européens. Parce que échec et mat, l'Iran, au Moyen-Orient, je pense que le jeu est clair, le jeu est fini. L'Iran aujourd'hui perd pied, colonel Saoud, au Moyen-Orient. Chute de Bachar al-Assad, on l'a vu aussi, le Hezbollah, malmené par Israël. Est-ce que l'Iran peut prendre racine en Afrique si elle perd pied au Moyen-Orient? Je vais vous rappeler un fait historique important. Le retour de Khomeini en Iran, 1979. Premier discours à Qom. Il a dit ceci: le départ du Shah n'est pas une fin en soi. Si cette révolution n'est pas exportable, elle finira par périr. Et c'est la feuille de route aujourd'hui. L'axe chiite au Moyen-Orient, et puis cette vision sur l'Afrique du Nord et l'Afrique en général. Et nous y sommes. Ils sont partis, ils se sont installés en Algérie. Sachez qu'en Algérie aujourd'hui, il y a autour de 3,5 millions à 4 millions de chiites, alors que c'est un pays foncièrement sunnite, pour dire. Oui, les cartes de l'Iran dans la région que vous venez de citer ont été, évidemment, ça a été déshabillé. C'est un acteur de déstabilisation générale, globale, et c'est un projet géopolitique, comme ça a été dit par Sir Roudani. Et notre sous-région est un espace qu'ils ambitionnent. Sachez qu'aujourd'hui, au Nigeria, il y a plus de 4 millions de chiites. L'un des mouvements les plus importants, Madame Khadija, mouvement terroriste dans le monde, malheureusement, les médias internationaux n'en parlent pas. C'est le mouvement d'Ibrahim Zakzaki. Oui. C'est un mouvement qui est chiite. Donc, dans l'extrapolation et le développement n'est que Boko Haram. Oui, mais le Hezbollah est qualifié entité terroriste par les Nations Unies. Sur les drones, vous avez posé la question, l'Iran est un producteur de drones. Est-ce que l'Iran peut produire un jour des drones en Algérie? Je ne vois pas qui les empêcherait, parce qu'ils ont un partenariat stratégique. Oui, mais l'Algérie a aussi des partenariats stratégiques avec des grandes puissances, notamment occidentales. Est-ce que les puissances occidentales laisseront faire cela? Et si oui, quel serait l'impact d'avoir une installation de construction de drones dans un pays qui soutient une organisation aussi dangereuse que le Polisario? Mais on connaît les accointances et aussi vis-à-vis des voisins du Sud, le Mali, le Niger, avec les tensions actuelles, les frictions actuelles. Vous savez, aujourd'hui, le drone est un élément important dans toute guerre. Oui. Et tout le monde en veut. Aujourd'hui, si l'Iran, hormis évidemment la vision nucléaire dangereuse qu'elle a, elle est productrice, c'est un pays producteur de drones. Maintenant, est-ce que l'Algérie hésiterait? Je ne pense pas qu'elle hésite à les prendre, même si, sur un plan de crédibilité, ce pays a perdu son aura internationale. Et je pense que ça sera dangereux d'aller dans cette stratégie-là, parce que l'Iran est un État paria aujourd'hui sur le plan international, et ça entamera toute la crédibilité algérienne, même s'il n'en a plus que peu. Un mot de la fin, Cherkaoui Roudani, sur les 4-5 prochains mois, notamment avant cette réunion annuelle au Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara, comment, à travers les appels qui se multiplient, on classifiera une fois pour toutes, quels sont les éléments qui aideront à classifier une fois pour toutes cette organisation qui est le Polisario comme organisation terroriste, comme le Hezbollah, avec qui il se trouve qu'il travaille aussi. Le Hezbollah et les Houthis, hein. Et aussi, on peut faire une assimilation avec les Houthis. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour écrire cette analyse, cette étude qui a été publiée à l'échelle internationale en Espagne, même au Maroc et aux États-Unis. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire appel à la doctrine militaire américaine, JP031. C'est une doctrine militaire américaine. Lorsqu'on étudie les substratums ou les fondements, on voit que le Polisario, on peut faire appel à sa doctrine JP031 pour requalifier le Polisario en tant qu'organisation. Voilà. Deuxième chose qui est très importante, il y a Title 50.
Satellite 50 aussi, c'est une procédure juridique américaine qui permet de désigner le Polisario en tant qu'organisation terroriste. Et aussi, avec le Title 50, il y a ce qu'on appelle Executive Order 24-233. C'est un exécutif qui permet méthodiquement de qualifier le Polisario une organisation terroriste. Mais il faut le dire aujourd'hui. Pardon, c'est ça. Il faut le dire. J'ai oublié tout à l'heure l'attaque de Smara. L'attaque de Smara. Oui, en se basant sur ça. 2024, contre des populations civiles, est un acte foncièrement et juridiquement terroriste. Alhamdoulilah qui n'a pas fait de victimes, mais il aurait pu faire beaucoup de victimes. Mais il faut le dire aujourd'hui, et on doit saluer donc, plusieurs observateurs et même le sénateur américain Joe Wilson, c'est qu'aujourd'hui, le temps de silence, il est révolu. Et le silence, c'est une sorte de complaisance. Exact. Je pense le monde il est en train de voir cette mutation profonde d'incertitude stratégique dans la région et la sous-région. Je pense le temps pour qualifier le Polisario organisation terroriste, c'est une question de temps. Une question de temps. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Cheikh Abroudani. Merci, colonel Hassan Saoud. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.